Et bien voilà, bonjour messieurs et dames et bienvenue dans votre émission En route vers les élections. Vous le savez bien, notre slogan de tout le jour, un nouveau jour, une nouvelle thématique, mais également une nouvelle figure en termes d'invités. Et pour ces mardis, nous avons invité pour vous une dame, une grande dame de ces pays, à qui je vais laisser la liberté de se présenter. Elle est beaucoup en elle, hein. C'est une personne, mais elle est beaucoup vraiment en elle, que j'aimerais que vous qui êtes à la maison en train de nous suivre, que vous allez vous-même découvrir. Il s'agit de qui, pardon, avec mon invité de cet après-midi. J'aimerais vous informer que nous allons comme ça avoir quelques moments d'entretien avec elle autour de la santé et élection. Santé et élection, pourquoi? Vous le savez bien que sans la santé, nous sommes incapables d'aller au vote. Sans la santé, nous sommes vraiment incapables de choisir, de faire le choix de notre candidat, que ce soit du côté présidentiel, députation nationale, provinciale, et avec le nouveau système du conseiller communal. Nous serons vraiment incapables d'accéder à toutes ces échéances si la santé n'y répond pas. La santé est vague. Mais nous allons parler de quoi précisément? Du cancer de sein. Et avec mon invité de cet après-midi, vous allez vraiment avoir de plus amples détails quant à cette maladie. Vous allez vraiment aimer notre entretien de cet après-midi et je vous assure que vous ne serez pas déçus pendant ces 50 minutes d'entretien autour de cette thématique élection et santé, mais particulièrement du cancer de sein. Déjà, je m'en vais dire bonjour à mon invité. Bonjour maman journaliste. Vous allez bien, Pasteur Zoé? J'ai déjà dévoilé votre nom. Pasteur Zoé, vous allez bien? Je vais bien, merci beaucoup. Ok, vous allez bien et je suis contente d'entendre que vous allez bien. J'aimerais à ce que vous puissiez vous-même vous présenter à ceux-là qui nous suivent en ce moment. Qui est Pasteur Zoé? Je suis pasteur ordonné. Je suis leader de ministère chrétien. Je suis politique aussi parce que je suis candidate aux élections nationales. Et je suis... Aujourd'hui, là, je viens avec ma casquette d'activiste. Ok. Parce que là, je viens pour défendre pour les causes des autres. Ok. Elle est aujourd'hui dans sa casquette d'activiste de droit. Des droits humains. Des droits humains, c'est ça. Déjà, ça vous dit quoi, ces concepts ou cette maladie, les cancers de sein? Ça vous dit quelque chose? Au fait, nous, comme moi, comme toutes les autres personnes, comme toutes les personnes, ça ne nous intéressait pas du tout. C'est un sujet qui était tabou, on ne connaissait pas, on voyait des films, on apprenait qu'il y avait des gens qui avaient des cancers. Pour nous, c'était des trucs graves. Et vous voyez, chaque fois qu'on en parle, on dit sans effet, ça ne peut pas arriver chez nous et tout ça. Mais on a vécu ça pas en explication. C'est pas qu'on nous a dit que le cancer de sein c'est telle chose, mais on l'a vécu en famille. C'est comme ça que je vois ma petite soeur, la reine, couchée sur le lit, et je me rends compte que le cancer de sein, c'est telle chose, c'est telle maladie, ça fait telle chose dans l'organisme. Et on l'a vécu comme ça pendant des années avec une petite soeur qui en a souffert vraiment. Je tiens à signaler à nos téléspectateurs le polo que Pasteur Zoé a porté. Ce n'est pas pour sa candidature. Hein. Elle vient de dire qu'elle est candidate également à la députation nationale. Mais c'est pour rendre hommage à sa petite sœur qui nous a quittés depuis le mois de février suite à cette maladie mortelle, le cancer de sein. Déjà, raconte-nous, Pasteur Zoé, comment cela s'est passé? Du coup, vous avez perdu votre petite sœur. Comment cela est passé? Donc, c'était un jour, je me rappelle, c'était un dimanche en 2019, au mois de décembre, que la reine me dit, elle vient à la maison, elle me dit, Yaya, parce que c'était une femme mariée, mère, elle a laissé 3 enfants. Elle vient me dire, Yaya, j'ai une masse dans le sein. Et je lui pose la question, ça fait combien de temps que tu as réalisé qu'il y a une masse? Elle dit, ça ne fait même pas une semaine. J'ai dit, c'est très bien comme tu l'as vu avant, comme les ONG font des publicités. Donc ça ne faisait même pas une semaine. Même pas une semaine directement, on va à l'hôpital.
Et je crois que vous connaissez les hôpitaux. HJ, ce n'est pas un petit hôpital. Elle est allée directement à HJ, on a fait l'échographie, on a fait ceci, on a fait cela, et le médecin lui dit clairement, il n'y a pas de cancer, c'est juste une masse, c'est juste une mastite, donc c'est rien du tout, c'est juste que on va opérer, on va sortir la masse et tu vas vivre ta vie. Et on est resté comme ça, et finalement on a dit, bon, comme HJ, c'est beaucoup de caprices, allons ailleurs. On va faire l'opération. On a fait l'opération et le médecin a dit... Là, vous êtes parti ailleurs? Ailleurs, on a fait l'opération et le médecin dit non, je ne veux pas laisser comme ça, je ne veux pas m'en tenir au résultat de HJ. On va faire une biopsie. Une biopsie, ça veut dire on ouvre le sein, on sort... la masse en question. On sort la masse, une partie, on la met dans une boîte et on va déposer dans un centre spécialisé pour les examens. Ce qui a été fait, 10 jours après, on nous donne les résultats, il n'y a pas de cancer. Là, c'est après combien de jours? C'est vraiment dans le mois, je crois que c'est au mois de janvier. Et on fait les examens, la biopsie, il n'y a aucun signe de cancer, il n'y a rien du tout, tout va bien. On s'est dit, bon, c'est bien, comme il n'y a pas de cancer, on va continuer la vie. Mais entre-temps, elle souffrait parce qu'elle avait mal, le sein était enflé, et il y avait... le liquide qui sortait de son sein. Et on a commencé à poser des pansements et tout ça. On a vécu avec ça pendant un moment. Et tellement qu'on nous a rassurés qu'il n'y avait pas de maladie. Vous voyez quelqu'un qui décide de continuer sa maternité. Elle a eu une 3e grossesse. Et c'est pendant la grossesse qu'on lui dit que non, il y a un problème. Vous avez le cancer. Et c'est comme si le monde s'est écroulé sur elle, sur nous tous. Et les résultats là, ça provenait d'un autre hôpital en dehors de HG. Oui, ça provenait d'un 3e hôpital. Un 3e, voilà. Et le 3e résultat vient nous dire clairement que la reine, elle a le cancer. Elle a le cancer de sein. Et c'était juste au premier stade, ce n'était pas aussi compliqué que ça. Avec la chimiothérapie, ça allait s'arranger. Et on a commencé à aller de médecin en médecin. Une chose que je vais bien relever ici, c'est que la santé en RDC n'est pas encore une préoccupation. Parce que la vie humaine en RDC n'est pas encore une préoccupation. J'ai l'impression que les décideurs aujourd'hui en RDC, ils se préoccupent plus des postes, ils se préoccupent de l'argent, ils se préoccupent de la politique politicienne, mais ils ne se préoccupent pas trop de la vie humaine. Ce n'est pas encore un grand souci. Ils ne s'en font pas parce que... Vous voyez, comme par exemple, je me rappelle quand il y avait le problème de coronavirus, moi j'avais fait beaucoup de vidéos où j'étais en train de dire, mais allez en Europe vous faire soigner. En ce moment-là, nous tous, nous étions ici parce qu'il n'y avait pas de vol pour l'extérieur. Tous les décideurs, quand ils ont l'atout, ils vont en Chine, ils vont aux États-Unis, ils vont en France pour se faire soigner. C'est pourquoi ils ne prennent pas soin du système sanitaire de la RDC. Ce n'est pas leur préoccupation. C'est d'ailleurs aussi la question que j'allais vous poser. Comment voyez-vous le système sanitaire de la RDC? C'est vraiment pas une préoccupation pour eux. Parce qu'ils savent, quand madame est enceinte, elle va les mettre au monde dehors. En dehors du pays. Quand il a un bibon, il ne va pas se soigner en Galliema, il ne va pas se soigner ici, il va prendre l'avion, il va aller dehors. C'est pourquoi ils ne s'en soucient pas du système sanitaire de la RDC. Et vous voyez quelqu'un qui a le cancer, il ne sait même pas, je vais faire quoi? Je vais commencer par où? Je vais aller où? Parce que quand quelqu'un a le VIH, il sait où il va aller. Exact. Mais quand quelqu'un a le cancer, c'est un problème de santé publique aujourd'hui. Il va comme le paludisme, voilà. Il va aller où? Vous voyez, notre pays a des sérieux problèmes parce que on s'attend que ça soit bizarre, grave, sale pour pouvoir mettre des gros moyens. Au moment où on peut utiliser les faibles moyens que nous avons maintenant pour pouvoir sauver des vies humaines qui ne sont pas aussi graves que plus tard quand ça sera compliqué. Vous voyez un peu. Alors, on a commencé à aller de médecins en médecins. Pourquoi nous changeons de médecins? Parce que vous allez chez un médecin, il peut vous dire, non, écoutez, moi, je vais me déplacer, aller chez mon ami qui est aussi médecin comme moi, il va traiter le problème.
Ou bien vous-même, vous dites, bon, on a écouté ce médecin, on nous dit qu'il y a un autre médecin, on va l'écouter, mais il paraît qu'ils sont amis, ils travaillent ensemble. Mais quand vous allez chez l'autre médecin, il vous dit clairement que non, et lui là derrière il ne maîtrise rien, c'est moi qui maîtrise, venez faire ça, et tout ce que lui il a prescrit comme médicament, laissez tomber. Et vous laissez tomber, vous achetez ce que lui, et quand lui va revenir, il va dire ce que lui va dire, il va essayer de détruire ce que l'autre a dit. Vous voyez qu'il n'y a même pas du sérieux dans le traitement, le diagnostic du cancer. Oui, Pasteur Zoé, vous aviez dit, lorsque vous avez su que votre sœur était atteinte du cancer, ce n'était qu'au premier stade. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que la prise en charge ne puisse pas être bien assurée et a conduit notre sœur jusqu'à la mort, je dirais en quelque sorte? Ok. Alors, on a continué avec les médecins, ils ont commencé la chimiothérapie. Ma soeur, c'est quelqu'un qui... Je ne suis même pas encore arrivée à un niveau où je parle d'elle au passé parce que c'est encore frais. C'est quelqu'un qui doit être convaincu avant de faire quelque chose. C'est quelqu'un qui... Tu ne vas pas venir avec une seringue où lui dit je vais te piquer sans que tu lui expliques. Non, ça ne passe pas. Il faut lui expliquer, je vais te donner la dipyron parce que tu fais la fièvre. Et les médecins, d'abord, ils ne prennent pas au sérieux. Quelque chose qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'après une des opérations, parce qu'elle en a eu, je crois, 5, une des opérations, un hôpital que je ne veux pas citer le nom ici aujourd'hui, ils oublient un drain dans le sein. Oh là là. Je ne sais pas si on peut s'imaginer un drain. Un drain, c'est un tuyau comme ça, qui est un peu plus long jusque là, qu'on utilise pour évacuer le sang ou le liquide qui est dans le sein. Et on avait placé ça pendant l'opération pour que quand le liquide va sortir, qu'on évacue ça du sein. Mais après l'opération, ils ont fermé le sein, ils ont laissé le drain dans le sein. Et c'est comme ça que nous disons quelque part, la complication, elle est arrivée. Pourquoi? Parce qu'on a laissé ce drain-là. Qui a gardé les bactéries, qui a gardé les microbes pendant 10 jours. Je crois 10 jours après qu'elle dit, non, écoutez, elle me dit, j'ai l'impression qu'il y a une masse dans mon sein encore. Je dis, non, mais une masse encore. Elle dit, viens, et on essaie de toucher. Et vous savez, quand quelqu'un est malade, elle n'a plus de pudeur, et puis moi, je suis sa soeur, j'essaie de tirer, puis je sens une résistance. Je lui dis, non, ça, c'est rien de ton sein. Alors, on va en courant à l'hôpital et il tire un truc long comme ça. Donc, vous voyez qu'il n'y a même pas du sérieux. C'est la vie humaine. C'est le même cas. Je veux revenir sur quelque chose d'autre parce qu'on parle d'elle. À sa première maternité, elle met au monde par voie basse et... C'est vrai qu'aujourd'hui on n'en parle pas, mais je vais quand même en parler. Et au moment où on sortait l'enfant, elle avait fait l'hémorragie. Alors pour sauver la vie de la maman, ils ont pris, je ne sais pas, le coton ou l'ouate, un gros machin comme ça qu'on avait placé à l'intérieur pour aider à ce qu'elle ne puisse plus faire l'hémorragie. Et cet hôpital, maman, en ce moment-là, c'était en 2015, on avait failli encore la perdre. Parce que 10 jours après, elle a gardé ça dans son corps sans le savoir. C'était sa première maternité. On ne sait pas, vous voyez, quand vous venez d'avoir votre premier enfant, vous avez peur. Mais ces gens, ils n'ont même pas pris la peine de vérifier avant de sortir cette femme de la maternité. On n'a même pas vérifié, on n'a même pas fait de toucher, rien du tout. On a fait évacuer de l'hôpital avec ça. Au regard de toute cette réalité, de toutes ces réalités que vous venez là d'énumérer, lorsqu'elle avait accouché, lorsqu'elle était opérée, apparemment, le soin ici en RD, c'est négligé. Mais c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est que les décideurs ici en RDC, ils se préoccupent de leur poste. Ils se préoccupent de ce qu'ils veulent gagner, en fait. Là, je suis vraiment en train de parler comme activiste. Ils se préoccupent de ce qu'ils doivent gagner. Mais ils ne se préoccupent pas de la santé humaine. Ce n'est pas un problème pour eux parce que eux, quand ils doivent avoir des enfants, ils vont dehors. Alors nous qui nous faisons soigner ici au Congo, nous souffrons. Nous souffrons. Les gens, ils souffrent.
Il n'y a pas vraiment du sérieux. Est-ce que le ministre de la Santé, il ne peut pas prendre au sérieux son travail? Est-ce que le ministre du genre qui s'occupe des femmes, elle ne peut pas prendre au sérieux son travail? Parce qu'il y a des vies humaines, il y a des femmes qui meurent tous les jours à cause de ça, de la prise en charge. Maintenant, on se rend compte qu'il y a ce drain dans le sein. Ils vont, ils ouvrent, ils sortent et on continue le traitement. Vous voyez des gens qui prennent qui ne prennent pas au sérieux la personne, à la légèreté. Je donne un exemple. Vous êtes en pleine chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est une salle là à Saint-Joseph où il y a plusieurs lits, il y a plusieurs femmes malades du cancer de sein ou cancer de col. Et vous voyez, on vous met la perfusion. Il y a des médicaments spéciaux qu'on va mettre dans la perfusion. C'est ça, cette chimiothérapie. C'est très dur, c'est très difficile parce qu'au fur et à mesure que ces produits entrent dans votre corps, vous commencez à vomir, vous faites la diarrhée. Sur place, ce n'est pas sur le champ. Sur le champ. Et vous voyez des gens avec des seaux en train de vomir parce que c'est du poison, en fait. Là, c'est trop fort. C'est trop fort. Et pourquoi je dis le poison? Je n'ai pas pris le poison dans le dictionnaire de ma tête. J'ai pris le mot poison par rapport à ce produit dans le langage d'une infirmière. C'était quand on devait mélanger les produits. Elle me donne le produit. Elle dit, maman, ça là qui s'y konabino. Et j'ai commencé à mélanger. Il y a une infirmière, une jeune fille, je crois qu'elle est stagiaire, elle était en train de rire, de parler, raconter des histoires. Alors la dame qui lui dit, arrête de rire. Arrête de rire parce que c'est du poison. Le médicament là, c'est du poison. Si ça entre dans ta bouche, tu vas mourir. Là, c'est ce qu'a dit l'infirmière. L'infirmière, la chef de la salle, qui dit à la femme, la médecin, l'infirmière stagiaire, n'ouvre pas la bouche parce que si ce médicament entre dans ta bouche, c'est du poison. Et c'est moi qui suis en train de secouer ce médicament pour mettre dans le liquide qui va entrer dans l'organe de ma soeur. Et c'est difficile, c'est pénible. Ce n'est pas facile. La prise en charge des cancers. Aujourd'hui, je lève ma voix pour crier. J'utilise ma voix pour les voix de toutes ces femmes qui sont à Saint-Joseph maintenant, que je suis en train de saluer. Et surtout que nous sommes au mois d'octobre, mois dédié au cancer de sein, voilà. Je lève ma voix pour crier pour ces femmes qui sont dans tous les hôpitaux, qui sont diagnostiquées avoir le cancer. Et je suis en train de crier très fort pour que quelqu'un écoute et qui change cette politique sanitaire en RDC. Oui, pasteur, si... je dirais le gouvernement congolais ne fait absolument rien en ce qui concerne la politique sanitaire ici en RDC. Et qu'en est-il des organisations qui prônent nuit et jour? Nous sommes là pour la prise en charge des femmes qui souffrent du cancer de sein. Nuit et jour, ils sont en train de crier et de parler haut et fort. Qu'en est-il de ces fondations, ONG et autres? Je vais être très dur. Je vais être vraiment très dur. Je suis moi-même dans la société civile et je suis dans beaucoup des réseaux des organisations féminines. Et quand j'ai vu, on a diagnostiqué le cancer dans le corps de ma soeur, je suis allée toquer partout. J'ai eu à toquer à plusieurs portes. J'étais en train de chercher la solution pour ma soeur. C'est évident, vous voyez, ce visage et le mien, c'est la même chose. On était un peu comme des jumeaux. Et les enfants, les amis de ces enfants, quand ils me croisaient, ils m'appelaient maman parce qu'ils pensaient que c'était elle, parce que c'est la même chose au fait. Et vous voyez un peu, j'ai toqué par toutes les portes. Toutes les portes qui étaient toquables, j'ai toqué. J'ai rencontré plusieurs femmes. J'ai parlé au téléphone avec plusieurs, d'ici et d'ailleurs. Maman, sérieusement parlant, je n'ai pas eu de solution chez ces organisations. C'est vrai ça. Aucune solution. Je le dis, je peux me retrouver avec une autre femme d'une organisation sur ce même plateau. Je dirais les mêmes mots. Je n'ai pas eu de solution. Et toutes ces organisations qui font des feuilles, qui distribuent sur la route et tout ça pour dire nous prenons en charge ou nous concernons. C'est bien beau, vous dites aux gens faites des palpés. Faites des palpés, si vous avez une masse, ça veut dire que vous avez le cancer, c'est bien. Mais quand je constate que j'ai le cancer, je fais quoi?
C'est ça la plus grande question. Hein? J'ai fait quoi? Je vais dans quel hôpital? Parce que je peux aller chez l'infirmier. Il y a des femmes qui meurent du cancer. Elles sont allées chez l'infirmier du coin qui lui a dit, écoute, c'est juste, je vais juste faire une petite incision et puis on va libérer le liquide et puis directement la personne elle meurt. Il y a beaucoup de femmes qui meurent dans la cité parce qu'elles n'ont pas eu les moyens de se faire examiner pour qu'on puisse comprendre que c'est le sein, c'est le Mais cancer. sachant pas aussi où se rendre. Ces organisations ne nous donnent pas d'issue de secours. Ces organisations ne nous montrent pas la porte par où passer parce qu'au moment où nous avons quelqu'un a le cancer de sein. Il n'y a aucune organisation qui m'a dit, maman Zoé, entrez par là, allez chez telle personne. Il y a une organisation qui est à Victoire, qui m'a appelé, que j'ai appelé, qui m'a demandé de passer. Je suis passée avec ma soeur. Et cette organisation, c'est le médecin qui était là. C'était un généraliste qui a parlé. Il n'est même pas spécialiste. Qui a parlé avec ma soeur. Il a dit qu'il a eu quelques formations et qu'il peut faire cette opération. Il nous a parlé d'une femme qu'il a opérée, mais une femme qui est morte. Cette femme est morte après l'opération. Imaginez-vous, vous m'appelez chez vous, vous me dites, j'ai la solution à ton problème. D'ailleurs, j'avais des tels... Donc la femme est passée par l'opération, mais juste après l'opération, elle a succombé. Après, elle a succombé. Vous me dites que je continue avec vous, à vous-même. Donc carrément, vous avez laissé à côté, voilà. On est rentré chez les médecins qui nous ont dit que non, essayez de continuer avec nous, peut-être ça peut marcher ou pas. Et à un certain moment, celui-ci qui dit ça, l'autre qui dit ça, et finalement on s'est dit, bon, il y a quelqu'un qui fait du bruit sur la télévision et qui dit qu'il est médecin tradit moderne et qui peut nous aider. Moi je me dis, si j'avais le pouvoir, j'allais fermer toutes ces boutiques. Toutes ces personnes qui se font valoir, qui font la médecine tradie, moderne, qui soignent le cancer. Maman, c'est du n'importe quoi. Ils sont en train de tuer les gens. Okay. Donc, ça n'a rien à voir avec la prise en charge du cancer de sein. Ils sont en train de tuer les gens. Ils sont en train de tuer les gens. Vaut mieux encore de rester chez nos médecins qui vous disent quand même, qui vous donnent un peu ce petit espoir que d'aller chez des tradis qui ne connaissent en rien cette maladie, qui n'ont jamais eu de formation, peut-être qu'ils lisent avec nous Google pour savoir c'est quoi le cancer, comme nous aussi nous avons lu, et qui vous donnent toute l'assurance pour vous dire non, écoutez, et c'est au moment où ils se sont bloqués, ils vous disent non, j'ai l'impression que Zabilo Kobaboa Kelio. Mais entre-temps, on lui a donné de l'argent. On lui a donné, il a donné toute l'assurance. Il nous a rassuré que non, ça va finir. Et il continue. Le problème, c'est que nous l'avons encore vu à la télé, il continue. Il continue à rassurer les femmes qu'il est en train de soigner le cancer. Pourquoi l'État congolais ne peut pas prendre ses responsabilités? S'il n'est pas en mesure de fermer ses boutiques, mais de donner aux gens la bonne information, pour dire que non, écoutez, le bon chemin pour s'en sortir de ce problème de cancer, allez par là. Dans le fautif, dans tout ça, où la faute revient, je dirais, dans la plupart de morts de femmes qui nous quittent par rapport à cette maladie, la responsabilité revient à l'État congolais, si je comprends bien. Tout ce qui est l'État congolais, c'est la responsabilité du chef. Quand il y a beaucoup de morts, quand il y a beaucoup de maladies, quand il y a la faim, quand il y a la soif, quand il n'y a pas de courant, quand il n'y a pas de ceci, tout ce qui touche le social, tout ce qui touche l'économie, la médecine, c'est la responsabilité du chef, des décideurs. Le fait que les femmes sont en train de mourir sans secours aujourd'hui en RDC du cancer de sein, du cancer du col, de l'utérus, c'est de la faute. Nous jetons directement, nous chargeons l'État congolais à 100%. Parce que s'il y avait des préventions, s'il y avait le bon traitement, la bonne information,
je pense que beaucoup de gens seraient sauvés. Je vais dans mes analyses parce que j'aime bien analyser. Exact. Le cancer du sein, ce n'est pas une maladie qui vient par une infection des bactéries. Non. Ce n'est pas parce que tu manges quelque chose qui est sale ou on te pique par un moustique ou une mouche que vous avez le cancer. Non. Ce n'est pas une maladie qui se transmet. Même ça, les médecins... Parce que chez nous, il n'y a jamais eu de cas de cancer. Donc, c'est le premier cas de cancer. Donc, ce n'est pas héréditaire. Alors, ce n'est pas héréditaire, ce n'est pas... Parmi les causes du cancer, c'est aussi hériter ça peut-être d'une grand-mère, d'une maman, donc voilà. Mais elle, de toute ma famille, il n'y a pas de personnes qui avaient été diagnostiquées ou qui avaient eu ces signes parce qu'on a posé des questions. Il n'y a pas eu. Donc, c'est elle qui a eu ça. Mais maintenant, vous voyez un peu... Quand il n'y a pas... donc, au fait, le cancer, ce n'est pas un agent externe qui vient imposer cette maladie. C'est votre propre corps qui développe des cellules qui vous tuent, au fait. C'est votre propre corps qui développe des soldats qui commencent à vous tuer. Donc, quel est le moteur, quelle est l'unité centrale du corps? C'est le cerveau. Exact. Dans mes analyses, je me dis que le meilleur traitement du cancer doit se passer d'abord psychologiquement. Ouais. C'est-à-dire, pasteur Zoé? Rassurer le patient. Et nous avons fait des exploits en RDC en ce qui concerne le VIH. Les jeunes, ils ont le VIH, ils se marient, ils ont des enfants, ils sont rassurés. Mais dans les années 90, quand quelqu'un avait le VIH, il pouvait se tuer, il pouvait se suicider parce que pour lui, il n'y a pas d'issue. Mais quand l'État a pris au sérieux le VIH, aujourd'hui, bon, les gens, ils ont ça, ils se marient, ils ont des enfants, ils vivent normalement, ils travaillent, et ils sont partout, à tous les niveaux des problèmes, les gens qui ont le VIH. Maintenant, pourquoi on ne peut pas utiliser la même politique pour le cancer? Parce qu'il s'agit de la femme, parce qu'il s'agit de la mère, cette femme qui est en train de conseiller la nation, parce que quand nous élevons nos enfants, nous leur donnons des conseils avant l'école. Même pendant que l'enfant est à l'école, l'éducatrice numéro 1 de l'enfant, c'est la femme. L'éducatrice même du mari, celle qui donne les meilleurs conseils à l'homme, c'est la femme. Mais si cette personne-là, on la prend à la légère, parce que ce sont des choses qui me font mal parce que nous avons vécu ça. Vous savez, il y a quelque temps, si on pouvait me mettre devant un micro pour me parler, me dire, essaie de parler du cancer, je n'allais pas avoir d'argument. Et le fait que nous avons vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai pleuré la reine de toutes mes larmes, de toutes mes forces. Aujourd'hui, j'ai prié Dieu, j'ai dit, donne-moi la force, je ne veux pas pleurer. Je vais essayer de parler, que Dieu me donne la force pour que j'écris pour toutes ces personnes qui ont le cancer. C'est comme ça que je parle de la prise en charge psychologique. Exact. Vous avez quelqu'un qui a le cancer, vous la faites asseoir, vous faites asseoir son mari pour lui dire, ce n'est pas la fin du monde. Ça peut se guérir, mais faites confiance au médecin. Et on lui donne des bons conseils, on rassure la personne. Cela n'était pas le cas pour votre soeur apparemment? Non. Il n'y a jamais eu de prise en charge psychologique. Il faut rassurer le mari pour lui dire que non, écoutez, ne parlez pas encore de mort parce qu'on peut sauver votre femme. Écoutez, et tel comportement, faites ceci, faites cela. Allez chez quelqu'un qui vous suit, quelqu'un qui est là, un assistant qui vous suit, qui suit les cas des cancers. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je demande à toute personne qui pense que je me trompe, allez à Saint-Joseph, demandez qu'on vous montre le pavillon de la gynécologie, allez côté où on fait la chimiothérapie, vous allez voir, posez des questions aux femmes. Elles sont là, elles sont assises en train de vomir, en train de se battre contre cette chimiothérapie. Elles sont abandonnées à elles-mêmes. Il n'y a pas autre moyen, pasteur Zoé, de parvenir à aider ou soit à soigner nos mamans. Donc, on doit passer carrément par la chimiothérapie, je dirais un système qui ne soulage pas du tout aussi le femme atteinte du cancer de sein. Il n'y a pas un autre moyen? Jusque-là, c'est ça le seul moyen, selon le médecin. Le seul moyen de s'en sortir, il faut passer par là.
Et bon, nous voyons, j'ai beaucoup lu. Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un à l'hôpital, vous n'avez pas sommeil, vous allez vous mettre à lire. Vous allez vous mettre à pleurer, à prier pour que Dieu l'aide. Pourquoi elle va laisser, parce qu'elle a laissé un enfant de 2 ans. Et vous êtes là, vous lisez, et j'ai commencé à lire. Et je lisais en désordre tout ce qui me passait par la tête, parce que je me disais, quand je vais voir le médecin, je vais le bombarder avec les questions, parce que là, je ne comprends rien. Et je dois comprendre. Il n'y a pas de prise en charge psychologique. Ailleurs, il y en a. Ailleurs, il y a des systèmes, c'est bien systématique. Les gens y vont, ils ont une prise en charge psychologique. C'est rassurant. Parce qu'en fait, toutes les maladies, c'est dans le cerveau. Et nous, à la maison, on a commencé à faire ce travail, bien qu'en retard. Et je lui disais tout le temps, je disais, ma soeur, tout vient de ton cerveau. C'est toi qui dois parler à ton cerveau. Tu dois être forte dans ton cerveau. Mais c'était trop tard qu'on a commencé. Vous voyez, mais ça devait être un travail fait en amont par les médecins, par ce service d'assistance sociale qui viennent vous rassurer, vous donner la force, vous dire que non, avancer, ça va aller. Mais il y a des femmes qui disent j'abandonne, parce que j'ai vu des écrits de ma soeur la reine qui écrivait je préfère mourir que continuer à souffrir sans connaître exactement quel est le traitement que je dois suivre. Parce que vous allez chez tel, il vous dit non, mais tel, c'est un charlatan. Mais c'est son ami, ils sont tous médecins. Et vous allez chez l'autre, ils vous disent non. C'est un médecin qui traite son ami des charlatans. Oui. Oui. Et il dit non, il y a un mois, il y a alors, landa makamwana zo ebisa. Olandi makambango pa ebisio mais et simbi pété. Et simbi pété. Vous se retrouvez dans la condition bizarre. À un certain moment, on dit on fait quoi? On va dehors. Mais on a déjà quand même beaucoup dépensé ici. Vous savez, moi, si je dois me rencontrer avec le ministre de la Santé, parce que c'est lui qui régule tout ça, je vais lui dire qu'il nous dise la vérité. Si notre prise en charge des cancers des seins, le système de prise en charge du cancer des seins n'est pas encore mature en RDC, qu'ils le disent clairement aux gens que, écoutez, nous ne sommes pas encore à mesure de soigner ce problème de cancer des seins, de cancer d'utérus. Si vous avez ça, battez-vous, vendez les pagnes, vendez les maisons, allez vous faire soigner ailleurs. Mais là, vous ne nous dites pas ça. Vous nous dites, restez là, nous allons vous soigner. Déjà, vous avez déjà mis beaucoup d'argent dans la médecine ici au Congo. Et puis, vous vous rendez compte que ça n'évolue pas. On peut aller dehors. Mais on peut aller dehors. Dans l'autre hôpital, ils nous ont demandé 8 000 $. On a déjà donné 5 000. Nous avons déjà 3 000 en main. Qu'est-ce que nous allons faire? Si on avait tous les 8 000, on pouvait aller dehors, on allait déjà commencer à le traiter. Mais on est en train de dilapider de l'argent comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le sérieux dans ça. Oui, Pasteur Zoé, vous êtes également activiste des droits humains. Et en tant qu'activiste des droits humains, avez-vous déjà entrepris des démarches ou engagé des démarches peut-être dans le sens d'aller voir la ministre du genre, le ministre de la Santé pour exposer ces problèmes tellement très capitaux? Avez-vous déjà entrepris des démarches pareilles? Je ne l'ai pas encore fait. Je pense que je n'ai pas encore le courage de le faire. Parce que c'est encore chaud. Moi, vous ne comprenez pas la maîtrise que j'ai pour me tenir sur cette chaise et pour parler tout ça. Je n'ai pas encore le courage pour voir ces décideurs, pour leur dire que vous avez failli. Parce que c'est le message que je vais amener. Vous avez failli. Acceptez que moi, une simple Congolaise, je viens vers vous pour vous dire que vous avez failli. Vous n'avez pas bien travaillé. Nous n'allons pas vous applaudir parce que vous n'avez pas bien travaillé. Et il faut vraiment que je prenne mon temps de réunir tout mon courage, toute ma force, toute l'énergie pour être calme dans ma chaise et lui parler avec d'autres mots que cela. Oui, Pasteur Zoé, vous êtes également candidate à la députation nationale. Déjà, dans quelle province? Au Sankourou. Sankourou. Quelle serait votre priorité une fois élue? Vous savez, j'ai connu même un problème de cancer de sein. Je suis toujours dans ça. Je ne veux pas me dérouter là-bas.
J'ai vu même un cas de cancer d'utérus là-bas. J'ai vu un cas d'hernie. Je vous dis que à Kinshasa, nous avons quand même les médicaments. À Kinshasa, nous avons quand même des médecins. Là-bas, les gens sont en train de mourir. Et vous savez, chaque fois que vous passez sur la route, sur la moto bien sûr, parce que quand je quitte de Kinshasa, je prends mon avion à Mbuji-Mayi, j'arrive à Mbuji-Mayi, je dois prendre une moto qui va me faire parcourir 268 km nuitamment la plupart des fois. Et vous pouvez faire 24 heures ou 20 heures de route parce que la route n'est pas praticable. Et vous avez la moto, je ne veux pas entrer dans les détails, vous pouvez marcher, je marche de fois 20 km à pied. À pied? Oui. Pour arriver à Lusambo. Et quand vous marchez, il y a des deuils. Et je m'arrête souvent. Je veux voir les gens, je les console. Et qu'est-ce qu'il y a? Ils vous disent que Akoufa qui n'a pas bota. Et vous avancez un peu, c'est un bébé qui est morning ou Aza qui n'a malaria. Et vous avancez un peu, Aza n'a hernie. Des maladies au fait que on a qui nous a moi 1000 francs, à moi tonga et poyo qui bien. Mais là-bas il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a rien. Il n'y a pas d'abord des routes. Parce que s'il y avait même des routes, les gens allaient acheminer les médicaments là-bas. Il n'y a pas de routes. Tous nos grands, tous nos vieux, tous ceux qui sont élevés en dignité du Sankourou, je suis déçue au fait. Pas de route, pas d'aéroport, pas à Lusambo, qui est le chef-lieu de la province du Sankourou, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas d'avion qui descend. Il n'y a aucun avion. J'étais choquée. J'ai fait 5 jours dans ma maison à Lusambo, j'étais assise dehors. Je me disais, je vais voir un véhicule passer. Et il était 6 h jusqu'à 18 h, il n'y a pas de véhicule. Et le lendemain, j'ai fait 5 jours, je n'ai jamais vu un véhicule circuler sur la route. À Lusambo, chef-lieu du Sankourou. On m'a dit que le gouverneur avait un véhicule. Bon, je n'ai pas vu. Je ne sais pas si en ce moment-là, il était là. Donc, il n'y avait pas... Vous avez fait 5 jours. Et plusieurs fois. Sans pour autant voir ne fût-ce qu'un véhicule. Je vous dis, c'est dégradant. Il n'y a pas une seule route qui a du macadam à Lusambo. J'ai fait ce voyage cette année, ça doit être le 3e voyage que j'ai fait au mois d'août. Il n'y a pas une seule route qui a le macadam, qui est asphaltée. Il n'y a pas une seule route. Il y a une école des prêtres qui est quand même construite depuis les années, je ne sais pas combien, qui a quand même une bonne couverture. Quand il pleut, les enfants restent à l'école. Mais le reste, il n'y a pas. Quand il pleut, on libère les enfants. Parce qu'il n'y a pas d'école. La gratuité, là, c'est compliqué. Elle n'est pas effective là-bas à Lusambo. Mais elle est effective parce que c'est sur les papiers. Qu'est-ce que vous allez dire? Mais concrètement, rien. Qu'est-ce que vous allez dire au maître qui donne cours dans une école qui a été désactivée, c'est comme ça qu'on appelle. Beaucoup d'écoles désactivées. Des écoles qui étaient considérées comme des écoles de l'État, qui sont désactivées. Pour des raisons que vous et moi ne connaissons pas, on essaie de poser des questions ici, personne ne nous répond, des écoles désactivées. Et ces professeurs-là, ces maîtres, comment est-ce qu'ils font? Ils vont chercher qu'on paye. Les enfants, ils étudient, même le sol. Il n'y a pas de marché à Lusambo. Je viens de là. Il n'y a pas une chambre froide à Lusambo. Il n'y a pas un supermarché à Lusambo. Il n'y a pas un semblant de supermarché à Lusambo. On me demande, maman Zoé, pardon, moi, ils ont salé la biso, t'as mon magasin, tu as sucre, parce que des fois, il y a carence. J'ai mon beau-frère, sa femme est presque à terme, il faut que il n'y a pas. Comment les gens peuvent vivre comme ça? Et on se tape sur la poitrine, on est têté là. Non. Moi, j'ai honte de le dire. Avec tous ces grands noms qui sortent du Sankourou et entendre ce genre de choses, ça fait mal au cœur, je dirais en quelque sorte. Ça fait très mal.
c'est insupportable. C'est un niveau de méchanceté qui n'a pas son nom. Parce que, parlons des gens du Sankoro, il y a les Tetela, il y a les Songé, il y a les Baluba, il y a les Bakwa Bumputo et tout ça. Mais ils sont ici, ils sont des décideurs à tous les niveaux. Ils ont été décideurs à tous les niveaux. Les Tetela se sont retrouvés partout, à tous les niveaux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur province? Est-ce que Lumumba, lorsqu'il nous regarde, il est heureux de nous? Nous ne reflétons rien. Nous reflétons tout à Kinshasa. Nous nous tapons sur la poitrine. On ne peut pas nous dominer. Nous sommes des chefs. Nous ne sommes pas des chefs. Il y a un slogan au Tetela qui m'a fondé, voilà. Nous ne sommes pas des chefs. Chez nous, nous sommes des esclaves. Nous attendons que le Kasaï central et le Kasaï oriental puissent nous envoyer un peu de maïs, un peu de sucre. Nous n'avons rien. Nous n'avons même pas d'aéroport où l'avion se pose. On m'a dit qu'il y a un aéroport. Je me suis dit prochainement, je vais aller voir. Mais pourquoi il n'y a pas d'avion qui descend? Même les bateaux qui peuvent venir par les grandes rivières, les grands lacs qui sont là-bas, il n'y a aucun bateau qui arrive. Parce que nous avons la mauvaise foi pour notre peuple. Mais ces peuples-là votent, je dirais, depuis 2006. Ces peuples a voté. 2011, il a voté. 2018 également, il a voté, mais il est en train de croupir, je dirais, dans la misère. Quand on me pose cette question, je suis heureuse. Je suis heureuse parce que le peuple congolais a compris. Le peuple congolais est mature. Je vous dis que ces élections, on ne va pas jouer de ce peuple. Les gens, vous allez amener vos t-shirts, vous allez amener votre argent, nous allons bouffer, mais nous n'allons pas voter pour vous. Et c'est ce qu'ils nous disent en province. Maman Zoé, biso to lingi yo parce que oza makila ya sika. To moni ko lingi biso. Mais pour na ba misusu wana bakoya awa ba opesa mongo to kolia to kotela bango te. Le peuple congolais a grandi. Donc ces peuples luttent ou militent pour le renouvellement de la classe politique, en quelque sorte. Voilà. Et c'est ce que moi, je demande vraiment au président de la République qu'il puisse réfléchir. Maman, parlons politique un peu. Pourquoi est-ce que nous nous sommes retrouvés à payer, on parle au conditionnel, pourquoi on se serait retrouvé à payer les députés 21 000 $? Parce que c'est ce qui s'est dit, moi je ne suis pas député là-bas. On nous a dit qu'il paraît qu'on paye 21 000. Moi j'essaie de réfléchir comme j'aime réfléchir. Qu'est-ce qui s'était passé? Le président de la République, il se sent en insécurité, il n'a pas de majorité. Alors, là, c'est selon votre analyse. Ça, c'est mon analyse. Maintenant, je suis en train d'analyser parce que je suis analyste. Il se retrouve, il dit, je n'ai plus de majorité. À tout moment, vous avez vu Madame Janine Mabunda qui était avec son bâton, prête à tout et tout ça. C'était chaud en ce moment-là. Et vous voyez, il se retrouve comme ça, je suis en insécurité, qu'est-ce que je peux faire? Qui peut me protéger? Ce sont les députés qui ne vont pas élire contre moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois les gagner. Et nous, les Congolais, comme nous aimons bien être corrompus, parce que c'est quand même une forme de corruption aussi. Ah, mon congé, je m'imagine. Pour tous les rassure nos arrières. On doit rassurer avec quoi? Avec l'argent. Nous, les Congolais, c'est l'argent. Sans argent, vous ne passez pas. Donnez-nous 21 000. Comment est-ce qu'on va arriver à diminuer ces dépenses-là? C'est quand la nouvelle classe va venir. Parce que vous allez expliquer à la nouvelle classe comme moi, pour me dire, moi-même, je serai parmi les premiers, je vais dire, ne nous payez pas 21 000, ne nous corrompez pas. Là c'est sérieux, pasteur Zoé. Une fois élu, déjà, je vous vois en 2024 à l'hémicycle du Palais du Peuple. Amen. Oui. Je vous écoute. 21 000. Pasteur Zoé Balobi pensa que non. Banani bazana pour ça to kitisa. Vous allez lever votre main. Ah, pasteur Zoé. Mais gardez la vidéo. Regardez la vidéo. On garde jalousement ces images. Regardez la vidéo et vous allez voir. Je vais lever mon doigt.
Parce que moi, je serais en train de gagner 21 000 $. Mais il y a quelqu'un à Lusambo qui a besoin que je lui donne, je ne sais pas, 10 000 francs pour qu'il commence à vendre des arachides pour que ses enfants aillent à l'école. Pourquoi moi, j'aurais 21 000 $? Pourquoi? Pourquoi moi, je vais continuer à m'acheter des véhicules de 150 000 $ au moment où chez nous, il n'y a même pas de route? Au moment où chez nous, les gens sont en train de mourir de faim. Ils sont vraiment en train de mourir de faim. Ce n'est pas la malaria qui tue les gens du Sankourou, c'est la faim. Vous allez voir des jeunes des enfants de 5 ans, de 10 ans, malnutris. Ils ont des mains comme ça, des bras comme ça. Ils ont des gros ventres. Et vous vous demandez... Sankourou, c'est à combien de kilomètres de Kinshasa? Je ne sais pas exactement. J'essaie de Mbujimaï au Sankourou, ça fait 268 km. Donc, vous voyez un peu, même par l'eau, même par le fleuve, vous pouvez arriver au Sankourou. Il suffit qu'on nous mette des bons bateaux qui vont arriver au Sankourou dans 3-4 jours avec des bons moteurs. C'est bien dit. Si je vous comprends bien, Pasteur Zoé, votre priorité serait comme ça, les sociales. Dans les sociales, on voit la santé, on voit l'éducation, tout ça. Le panier de la femme qui souffre. C'est ça, revoir un peu tout. Vous savez, j'ai toujours dit, les gens qui ont toujours été dans l'Assemblée nationale, moi je demande qu'on change un peu tout. Et ce sont des gens qui élisent des lois qui les correspondent, des lois qui les protègent, qui protègent leurs intérêts, qui protègent leur lendemain. Et l'hôpital, on a sous-député, nos années, il faut la loi pour protéger après. Les lois pour protéger après. Mais quand vous avez des gens engagés, comme moi, j'ai toujours été engagé depuis des années, je ne veux pas chercher à faire élire des lois qui vont me protéger par rapport à quoi? Je vais chercher des lois qui vont rassurer le lendemain de mes enfants. Parce que il y a des gens qui se battent, qui disent que nous voulons avoir des gens de père et de mère. Oui, pour avoir des pères et de mères, il faut que ce soit ceux-là qui sont ici. Parce que ceux qui vont ailleurs, ils se marient avec des femmes d'ailleurs, des hommes d'ailleurs, et ils font des enfants qui ne sont pas des pères et de mères. C'est nous qui avons des enfants ici, qui disons à nos enfants, restons ici, mourons de paix, Dieu va nous aider demain. Donc, nous autres ici, nous allons apporter du nouveau dans l'Assemblée nationale. Et nous allons changer les choses. Nous allons demander, arrêtez un peu vos lois, dormir debout. Quand vous sortez une loi pour dire que vous battez pour une loi qui régule le montant du mariage, ça donne quoi? Parce que quand on dit 500 $, mais ailleurs on demande 50 $. Chez moi, on ne demande pas 500 $, que les jeunes... On nous fait signe, Pasteur Zoé, que nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Les bonnes choses ne durent pas, hein? 50 minutes, voilà. Nous avons épuisé comme ça nos 50 minutes. Déjà, en quelques secondes, Pasteur Zoé, un message à adresser à ceux-là que nous suivons ces nets moments, en quelques secondes. Je demande au peuple congolais, nous sommes en train de courir très vite vers les élections. Nous avons le pouvoir maintenant de décider pour notre nation. C'est le seul moment où le peuple a le pouvoir de décider. Et c'est maintenant, ce mois de décembre. Décidons pour l'avenir de notre nation. Ne dormons pas. Autant d'élections, aux cartes, nous prenons qui battent carte et tout ça. Pardon. Va aux élections. Décide pour ta nation, décide pour le changement de cette classe, décide pour le changement, que la vie change, que les choses avancent. Moi, j'aime cette nation. Moi, je n'ai que la RDC. Je n'ai jamais été attirée pour aller ailleurs. Je me suis toujours dit, je peux aller, mais je vais rentrer, c'est mon peuple. Et je prie que Dieu change cette nation. Et cette nation va vraiment changer parce qu'il y a des jeunes qui sont engagés à ce que cette nation puisse changer. Cette nation va vraiment changer. C'est par ces mots que nous bouclons cette émission de cet après-midi. Merci à vous, Pasteur Zoé, de nous honorer par votre présence. Je suis vraiment honorée. Chaque fois que je viens dans cette émission ou je viens sur cette chaîne, je suis toujours honorée. Merci beaucoup, Pasteur. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Vous étiez comme ça très nombreux en train de nous suivre. Merci de nous faire confiance et on s'est dit au revoir. On se retrouve demain avec le même plaisir.